Bonsoir à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, l'escale 225 de ce samedi 27 juillet nous conduira à l'ouest de la Côte d'Ivoire découvrir la danse panthère dans la tradition Nyambois. Et puis, hors de nos frontières au Maroc, le pays est frappé par une nouvelle vague de chaleur qui a fait au moins 21 morts cette semaine. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. Nous passons tout de suite à notre rubrique du jour. Dans le département de Zoukougbe, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, il existe la danse panthère. Une danse importée de la région de Guémont. Chez le peuple Nyambois, cette culture est tellement importante que presque tous les villages du département ont trouvé les moyens de créer une forêt sacrée. C'est une école, les enfants de 14 à 19 ans y entrent, apprennent à se défendre et à faire de la chasse, la danse, la médecine traditionnelle, les techniques culturelles et le civisme pendant 7 mois hors des siens. Et après ces 7 mois, leur sortie ou leur retour au village est une véritable fête pour la localité. C'était le cas récemment au village de Guéguigbe 2, où 75 initiés ont été présentés au village en présence d'initiés de 15 autres villages. Nos reporters Théodore Zouzou, Alassane Rabo-Parquin, Kader Bachil, Seydou Ouattara et Daouda Kouyaté y étaient et vous font découvrir ces traditions maintenant comme si vous y étiez. Il est à peine 7h30 à Guéguigbe 2, village du département de Zoukougbe, à l'ouest du pays. L'ambiance est déjà chaude. Des jeunes filles et garçons par groupe sillonnent le village, pratiquement au pas de course, chantant et esquissant des pas de danse par moments. En plus de ces jeunes, d'autres à l'accoutrement atypique, en compagnie de personnes déguisées imitant des animaux, sont également dans la rue. Nous sommes dans la matinée du jour de la sortie des initiés à la danse panthère. Quand vous voyez les jeunes filles, les enfants en train de chanter, courir, c'est une mise en jambe. C'est pour s'apprêter. Chacun fait de sa manière pour attendre les initiés. La majorité des populations qui s'adonnent à cette manière de faire est parée de couleurs bleues et rouges. Certains ont les cheveux teints en ces deux couleurs. C'est la couleur que nous avons choisie pour les initiés. Nous courons partout ce matin parce que nous sommes en joie. Il y a nos frères qui vont tout à l'heure venir vers les 16 heures de la forêt sacrée. Ces groupes de jeunes filles sont recherchés par les hommes panthères dans la rue. Et lorsque les deux parties se rencontrent, ce sont des tapes, des coups qui sont administrés aux filles par les panthères. Patin se couche sur nous et que nous tape, c'est la joie. C'est vrai que ce sont nos coutumes, mais la femme n'a pas droit à s'approcher du pantin. Nous ne sommes pas des initiés, donc c'est pour ça, quand le pantin vient, on s'éloigne. C'est la même ambiance dans toutes les cours. Un autre groupe de personnes habillées différemment et aux attitudes bizarres est aussi visible. Ce sont les nouveaux initiés des villages voisins, sortis de la forêt sacrée une semaine plus tôt. Par exemple, ceux de Guéissoupan, qui se déplacent en compagnie d'un ancien, les bras croisés. En Bruges, ils sont là pour manger les médicaments. Les 7 mois avant qu'ils sortent, c'est pour cela qu'ils ont les bras croisés. Quand ils sortent de la bruche, ils ne mangent pas comme nous. 7 jours encore. Guéguigbe 2 est bondé de monde. 15 villages ont été invités. Et ces temps de forte affluence profitent aux personnes qui vendent des sandwichs et bien d'autres types de nourriture. Je vends à Zoubé, je suis venu vendre, en même temps à en profiter pour regarder mes frères qui sortent et puis avoir un peu d'argent. Dans les cours, les femmes s'attellent à confectionner les mets de la journée. On fait la nourriture pour les invités, pour le parrain. Tu viens à notre cérémonie. La même atmosphère est entretenue dans le village jusqu'à 15h30. Où tous les regards sont tournés vers la forêt sacrée, lieu où séjournent 75 enfants depuis 7 mois pour l'initiation à la danse panthère. Notons que ceux qui n'ont pas pu terminer ces 7 mois sont appelés demi-initiés. Anciens, demi ou initiés mènent la garde aux barrières. Il y a les autres là, les enfants sont là-bas. Ils veulent forcément voir les enfants vite.
Et puis ceux qui sont là aussi, on ne les a pas encore donné l'autorisation d'enlever la barrière. C'est pourquoi il y a cette lutte-là. Quand je ne suis pas là, les enfants ne peuvent pas sortir. Moi, ils besoin. Les barrières ôtées, la panthère blanche et sa progéniture sortent de la forêt et partent annoncer au village la sortie imminente des nouveaux initiés. Un signal qui fait venir le Gbouéi, signifiant maître en langue locale, tout de blanc vêtu. Je m'en vais dans la forêt sacrée. Je vais maintenant pour faire sortir mes initiés. À un peu plus de 16 heures, le grand fétiche apparaît, porté par un initié. Puis le Gbouéi, les anciens initiés et enfin les nouveaux, tenus par leur parrain ou protecteur. Ils s'engagent tous pour le tour du village. Le maître initiateur est porté en triomphe. C'est pour prouver que non, il est fort. Il a protégé les enfants sans qu'il ait un accident, rien de mettre. Les enfants sont propres. Au bout du village, à un endroit proche de la forêt, un coup de feu retentit. Une manière d'intimer l'ordre aux nouveaux initiés de regagner la forêt sacrée. C'est la débandade. À son domicile, le chef du village s'entretient avec ses notables. Il nous explique comment il parvient, sans être initié, à pérenniser ce pan de la tradition Nyambois. De temps en temps, j'appelle les chefs des initiés. Je leur demande quels sont vos problèmes. Les problèmes qui sont là-bas, ensemble avec ma notabilité, on règle ces problèmes-là et puis ça finit. Je dis à mes enfants qui sont à la diaspora, pendant ces fêtes-là, qu'ils viennent. C'est là, quand ils vont venir, ils vont prendre des conseils. Et puis, ils vont partir avec ça, le bonheur, et puis pour le développement du village. Pendant ce temps, à la place publique du village, les anciens initiés font montre de leur talent de danseurs. Et cela, sous le regard des formateurs, des autorités communales, du parrain de la cérémonie et du public. L'initiation à la danse panthère marque le début de la vie adulte chez les Nyambois. Elle fait partie de l'identité du peuple Nyambois. Si elle est acceptée dans le village, elle ne fait pas toujours l'unanimité. Ces 75 initiés, vous trouverez une grande proportion qui sont des enfants scolarisés à l'origine, mais qui ont tourné dos à l'école. Autant, nous nous félicitons de constater que c'est un phénomène culturel de notre patrimoine, de tradition, autant également, il s'impose à nous le devoir, en liaison avec toutes les parties prenantes, de pouvoir améliorer sa version actuelle. Nous les exhortons à faire des efforts supplémentaires au niveau des âges de façon générale. C'est de discipliner un peu l'intérieur pour permettre aux plus petits d'aller à l'école et ceux qui sont majeurs d'aller se faire éduquer en homme. Une trentaine de minutes plus tard, les nouveaux initiés font leur retour. Ils sont installés sur des nattes afin que leurs parents puissent les voir. La danse panthère constitue pour le peuple Nyambois une véritable école de formation au courage avec des attributs qui contribuent au développement du tourisme local du département de Zoukougbe. Vive donc la culture ivoirienne. Retour à Abidjan, ici où la sécurité, socle de développement d'une nation, était en mal à Port-Boué, plus précisément au quartier Gonzague-Ville de Plateau. En collaboration donc avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le maire de la commune de Port-Boué, Dr Sylvestre Emou, le mercredi 24 juillet dernier, au quartier Gonzague-Ville, a procédé à l'inauguration et la mise en service du district de police et du commissariat du 42e arrondissement de Port-Boué à l'occasion du lancement de la 9e édition de vacances sécurisées. Le compte-rendu de Joël Gosset. De Plateau, une extension du quartier de Gonzague-Ville de la commune de Port-Boué. Cette bourgade connaît une insécurité galopante ces dernières années, au dire des riverains. Mais vraiment, la nuit, ici, c'est risqué. Il y a des couloirs, vraiment, les gens, ils agressent les gens. Les gens, ils font palabre des machettes, ils agressent les femmes.
Selon la population, c'est sous l'effet de la drogue que les agresseurs sévissent. Et la jeune féminine est la cible la plus prisée. Pas plus tard que le samedi surpassé, je me suis fait agresser aux environs de 18 ou 19 heures par là. Il m'a pris mon téléphone, mon bédo avec 98 000 francs à l'intérieur, y compris mes pièces et tout. En pleine journée, les gens ne peuvent pas agresser parce que les voisins sont là. Mais c'est la nuit, à la descente du service. Comme c'est un quartier qui est en construction, on peut dire que la sécurité n'y est pas totalement. La preuve en est que quand on a construit le mur de séparation, il y a des petits drogués, il y a des petits bandits qui adressent. Je vais lancer un appel à monsieur le maire aussi. On n'est pas trop en sécurité. Ainsi, pour répondre à cette inquiétude des populations, le député maire de Port-Bouët, Dr Sylvestre Emou, à l'occasion du lancement de la 9e édition de Vacances Sécurité, a procédé en présence du général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, au quartier Gonzaguesville, 2 plateaux, à l'inauguration et mise en service du district de police et du commissariat du 42e arrondissement de Port-Bouët pour mettre fin aux exactions. Vu la croissance démographique fulgurante dans nos nouveaux quartiers, il fallait nécessairement et impérativement mettre l'accent sur l'aspect sécuritaire qui a motivé le conseil municipal et moi-même à inscrire dès notre première mandature la construction du district et du commissariat de police de Gonzaguesville 2 plateaux, couplé avec le lancement de la 9e édition des vacances sécurisées. La sécurité est le socle de tout développement. C'est pourquoi son Excellence, Monsieur le Président de la République, a fait de son cheval de bataille la question sécuritaire, en mettant à la disposition les moyens nécessaires pour garantir cette sécurité. Il s'agit maintenant de nous mettre au travail. Dans cet édifice, flambant neuf, il y en a même 2. Un soulagement pour la population. À l'époque, ici, c'est pas trop, on ne peut pas venir ici. Mais aujourd'hui, regardez comment on est venu. Très content. Ça va faire que les nids, les enfants qui sont dans la drogue, vont pouvoir diminuer et va donner aussi la quiétude de la population. Nous souhaiterons féliciter le maire pour toutes ces actions qu'il pose. Et surtout, cette fois-ci, pour la sécurité. Et la sécurité est très importante. Comme le ministre de l'Intérieur le disait, c'est le maillon essentiel pour le développement. Aujourd'hui, avec l'arrivée du district de police, avec l'arrivée d'un nouveau commissariat, vraiment, c'est une joie pour la population. Et nous, en tant que jeunes, on ne fait que se réjouir et dire merci aux donateurs, le député maire Dr Emou, l'enfant de Port-Bouët. La directrice de police des stupéfiants et des drogues, le commissaire divisionnaire major Mabonga Touré, a profité pour tirer la sonnette d'alarme. Nous allons envahir votre commune pour extirper tous ceux qui, pendant ces vacances, vont détourner nos enfants. Le déchargement de tout ce que vous voyez se fait là à des heures indues. Nous demandons à vos populations de nous informer. Il y a des CCE à Port-Bouët, de saisir les commissariats, le district. Et dès que nous sommes saisis, nous viendrons, nous mènerons toutes sortes d'opérations à leur côté. Pour le député maire, la population se doit de collaborer avec la police nationale pour mettre fin à la délinquance. Je voudrais vous rassurer quant à nos populations qui se feront force de participer effectivement à dénoncer ceux qui s'adonnent à cette pratique. Le district de police est logé dans un bâtiment R+1. Il est composé de 14 bureaux au rez-de-chaussée et de 15 bureaux à l'étage, avec une salle de réunion et de 2 grands halls. Quant au commissariat du 42e arrondissement, il est composé de 14 bureaux. Les 2 édifices sont entièrement équipés en mobilier de bureau et en matériel informatique. Le coût global de ces 2 édifices architecturaux construits sur une superficie de 4500 m² s'élève à une enveloppe de 500 millions de francs CFA. Toujours en Côte d'Ivoire pour parler agriculture, le premier producteur mondial de cacao. La Côte d'Ivoire garde également un bon rang dans le classement des producteurs de plusieurs cultures de rente. Le pays est dit à vocation agricole, mais jusque-là, la grande majorité des agriculteurs ne vivent pas convenablement du fruit de leur labeur. Raison pour laquelle une journée nationale de l'agriculteur a été initiée par l'Organisation nationale des agriculteurs de Côte d'Ivoire, ONACI, pour se pencher sur le bien-être du paysan. C'était le 23 juillet dans la ville de Montezo, département d'Alépé, région de Lamé. Clément Boko pour le compte-rendu. En Côte d'Ivoire, le secteur de l'agriculture emploie une importante frange de la population.
Irie Tralou, agricultrice à Montezo dans la région de Lamé, revient sur les difficultés qu'elle rencontre dans ses travaux champêtres. Nous travaillons jusque-là avec du matériel rudimentaire tel que la machette. Donc vraiment tout ça c'est difficile. Et puis nous ne sommes pas les semenciers. Et donc les semences améliorées là on ne peut pas avoir parce qu'on n'a pas l'argent. Nous ne sommes pas accompagnés. Nous on travaille à la pluie. Donc pendant la saison sèche, tous nos produits là ça meurt. Ça meurt. On ne peut même pas enlever le manioc. Quand on dit la pénurie des manioc là, c'est par manque d'eau. Sinon les maniocs sont dans les champs. Mais on ne peut pas récolter parce qu'il n'y a pas d'eau. Nos champs ne sont pas irrigués. Ces problèmes et bien d'autres font qu'aujourd'hui, bon nombre d'agriculteurs ont du mal à joindre les deux bouts. C'est pourquoi l'ONACI, l'Organisation nationale des agriculteurs de Côte d'Ivoire, à travers la célébration de la Journée nationale de l'agriculteur, veut mettre au centre des débats le bien-être de l'agriculteur. Les gouvernants valorisent les produits de l'agriculteur. Mais nous, constitués, on pense que nous devons nous valoriser et puis mettre nos produits par la suite et non mettre nos produits en exergue et nous venir en appui. C'est pourquoi la GINA. Et ce jour-là, comme vous l'avez constaté, c'est des partages d'expériences des uns et des autres, où on invite des partenaires pour présenter leurs produits, nous aussi présenter nos savoir-faire. Pour cette troisième célébration qui se déroule à Montezo dans le département d'Alépé, plusieurs agriculteurs et personnalités du monde agricole se sont vus distingués pour leurs efforts consentis dans le monde agricole. C'est une très bonne initiative, regrouper les espoirs agricoles, débattre de thématiques comme ce qui a été la mécanisation, le financement, l'habitat social et tout ça. C'est vraiment des initiatives qu'il faut encourager parce que c'est des problèmes que vivent les agriculteurs aujourd'hui. Et en essayant de résoudre, en apportant des solutions à toutes ces problématiques-là, je crois que ça va élever le niveau de vie des exploitants agricoles. Célébrée chaque 23 juillet, cette journée vise à améliorer les conditions de travail et de vie des agriculteurs. Cette célébration a pris fin par un planting d'arbres. Des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire s'engagent à promouvoir les activités de l'État et des collectivités territoriales. Réunis au sein de l'IJPACSI, Union des journalistes pour la promotion des actions du gouvernement de Côte d'Ivoire, le bureau national exécutif de cette union a été investi par le vice-président du Sénat, Ndoye Yapi Raymond, en présence de notre reporter. Bienvenue, Kwao. Par ce geste, le président du Sénat, Ndoye Yapi Raymond, investit le bureau exécutif national de l'UJPAC-CI, Union des journalistes pour la promotion des actions du gouvernement de Côte d'Ivoire. Des journalistes professionnels qui ont décidé de promouvoir et de défendre les actions de développement réalisées par le gouvernement et les collectivités territoriales, telles que les conseils régionaux et mairies. Notre vocation en tant que journaliste, c'est d'accompagner l'État dans la réalisation des actions de développement en Côte d'Ivoire. Les démembrements de l'État, que sont les mairies, les conseils régionaux et les districts, posent énormément d'actions de développement à l'intérieur du pays. La communication qui se fait autour de ces activités n'est pas aussi à la hauteur. Seulement que souvent, ils ont des difficultés pour accéder aux presses numériques, presse télé. Nous venons donc, en tant que journalistes professionnels, les accompagner, à leur permettre d'avoir accès facile aux plateformes de télévision, de radio et de presse écrite. Plusieurs autorités administratives et politiques présentes à la cérémonie ont salué cette initiative qui vient accroître la visibilité des actions de développement réalisées en faveur des populations dans les 31 régions du pays. Au nom du parrain, Salia Konaté s'est dit heureux de l'engagement pris par les journalistes d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans la communication et la promotion de ses activités de développement. Je voudrais féliciter l'Union des journalistes pour la promotion des actions du gouvernement de Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux. Nous n'en mesurons aucun effort d'accompagner l'Union des journalistes pour la promotion des actions du gouvernement. Nous avons un devoir de reconnaissance à l'endroit du gouvernement du président Alassane Ouattara. Voyez-vous, il n'est pas donné à tout le monde vraiment d'initier plusieurs chantiers à la fois et le boucler. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que par le passé, avec le président Félix Faure-Boigny, cela a été
Mais de nos jours, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Nous, journalistes, notre rôle, c'est de faire en sorte que ces choses soient sues de tous. Parce que lorsque les populations sont au même niveau d'information que les dirigeants, il y a moins de fake news, il y a moins de rumeurs, il y a moins de manipulations. Notre rôle en tant que journaliste, c'est de faire en sorte que l'information, comme on le dit, soit vraiment assainie. L'UJPAC-CI, Union des journalistes pour la promotion des actions du gouvernement de Côte d'Ivoire, compte déjà 155 membres repartis dans les 31 chefs-lieux de région. Tous prêts à relever le niveau de communication des collectivités territoriales qui ont besoin de faire connaître des populations l'ensemble de leurs activités visant à développer leur localité pour le bien-être des populations. À la page religion, la mission islamique Ahmadiyya organise depuis hier vendredi 26 juillet à Londres, au Royaume-Uni, sa 55e convention annuelle dénommée Jalsa Salana. Cette conférence annuelle a pour thème central la paix et la cohésion. Son guide suprême profitant de l'occasion donc inviter les fidèles musulmans du monde entier à prôner les valeurs de paix, de solidarité, de tolérance et d'amour, mais surtout à privilégier l'éducation spirituelle de l'enfant dans la société, une éducation basée sur les valeurs de l'islam. Pagasoro connaît deux Madongui envoyé spécial à Londres, vous donnera les détails dans nos prochaines éditions. Et puis nous terminons ce temps d'information au Maroc alors que le pays est frappé par une nouvelle vague de chaleur et vit sa 6e année consécutive de sécheresse. Au moins 21 personnes sont mortes ce jeudi 25 juillet en 24 heures à cause de la chaleur dans la ville de Belin, Melal. Et face à ce drame arrivé à 200 km au sud-est de Casablanca, au centre du Maroc, des mesures ont été annoncées par le ministère de la Santé pour contrer les conséquences de cette chaleur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.